sur RMC Story. Joël Dagosseri, Zora Bitan, Mourad Boudjelal et dans le grand oral d'IGG, Rokhaya Diallo, la journaliste, écrivaine, réalisatrice, conférencière. Oui. Aussi. Le livre s'appelle Ne reste pas à ta place. Comment arriver là où personne ne vous attendait? C'est aux éditions Marabout. Monsieur Mourad Boudjelal, question. Ouais. Alors, en préambule, je voulais dire que bien sûr, j'adhère à pas mal de choses que vous dites sur le racisme et autres. Je voulais vous dire simplement que quand on fait partie d'une minorité, entre guillemets, ou de gens qui sont venus d'un milieu très pauvre, avec des origines étrangères, et qu'on a la parole, parce qu'on a, entre guillemets, réussi, on a un devoir de responsabilité. Mhm. Et que ce devoir de responsabilité, vous ne l'assumez pas. Aujourd'hui, vous devez expliquer que ce que vous avez fait, c'est pas une exception. Qu'on vous a pas mis des bâtons dans les roues, parce que dans la situation du pays, si on explique à nos enfants qui sont dans cette difficulté, que non seulement ils ont raison de ne plus avoir d'idéal, mais que cette république n'est plus leur république, parce qu'elle met de côté les noirs, les rebeux, en les rejetant et en mettant des obstacles, ça devient très dangereux. Parce qu'ils vont aller chercher un idéal ailleurs. Et on sait quel genre d'idéal ils vont aller chercher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais vous dire que quand vous parlez de réussite et d'exception, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça me fait bassement rigoler. Parce que si vous saviez le nombre de blacks, le nombre de rebeux, que votre réussite fait rigoler, parce qu'ils sont à des années-lumière au-dessus de vous, en termes de réussite, et qu'il y en a vraiment beaucoup, et qu'il faut arrêter de faire croire que la réussite, c'est l'exception. Aujourd'hui, c'est la banalité. C'est la banalité parce que je sais que c'est le combat, c'est le fonds de commerce de l'antiracisme, de dire c'est dur, il y a ces difficultés. Mais aujourd'hui, en France, il y a des millions de jeunes qui réussissent, qui sont une majorité silencieuse, mais qu'on trouve à tous les postes et qui sont brillantissimes. Ça, c'est l'ancien monde. Alors bien sûr qu'il y a des problèmes encore avec certains, mais c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui est en train de s'intégrer, d'apporter au pays, et il faut arrêter avec ce qui est le plus chiant pour moi dans l'antiracisme, c'est le misérabilisme. Ce misérabilisme qui permet pour beaucoup d'exister, d'avoir des subventions, d'avoir une tribune. Mais ce misérabilisme est absolument insupportable. Alors, Rokhaya Diallo. Ah bah. Alors, je pense qu'il y a une erreur. Alors, déjà, je ne sais pas ce que vous appelez réussite. Moi, la réussite, je ne la place pas dans l'économie. Pour moi, la réussite, déjà, la première des réussites, c'est d'avoir de l'amour au quotidien et d'être aimé des miens. Moi, la réussite, je ne la place pas dans des millions d'euros. Je la place simplement dans l'accomplissement personnel. Mon accomplissement personnel, c'est que je je suis une petite Française de Paris et que l'année dernière, je suis allée. L'année dernière, je suis allée m'exprimer à la tribune des Nations Unies. Aujourd'hui, j'écris pour le Washington Post, qui est quand même un des plus grands médias du monde, qui a notamment déclenché le scandale du Watergate. Et j'ai grandi dans le 19e, j'ai vécu à Paris, etc. Donc moi, là où je place ma réussite, c'est pas forcément l'endroit où vous la placez. J'estime que j'ai réussi parce que j'estime que j'ai de l'amour au quotidien. Ça, c'est ma première La deuxième chose, Mourad, je vous ai écouté. La deuxième des choses, c'est que vous avez fait une mauvaise interprétation de mon livre. Mon titre, c'est « Ne reste pas à ta place, comment arriver là où personne ne vous attendait ?» Donc ça montre bien que je dis aux gens de ne pas être là où on les attend. Mais vous leur parlez que des difficultés. Non, je leur parle de mes réussites. Tout le livre ne parle que... Le titre, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire « Ne reste pas à ta place » ? Ça veut dire « Ne sois pas là où on estime que tu dois être. Sois ailleurs, prends le contrepoint, prends le contre-pied. » Et c'est ce que je dis. D'ailleurs, le premier des chapitres... Face au déterminisme social. Exactement. Le premier des chapitres, c'est « oui, c'est pas facile. Mais ce qu'on doit faire, c'est accomplir. » Et je cite quelqu'un, « l'aventure d'être soi. » Et c'est ce que dit... Vous mais pouvez bien pas sûr. dire c'est pas facile. C'est pas facile. La vie n'est pas facile. Au contraire. Mais non, Il faut mais si on peut prévenir dire les c'est pas gens. facile, mais on peut y arriver. On ne ment pas aux gens. On leur dit ça ne sera pas forcément facile. Moi, mes parents m'ont dit que ça ne serait pas facile, mais ils m'ont armé pour affronter les difficultés. Et là, je trouve que vraiment c'est pas de très très bonne foi, parce que le titre dit le contraire de ce que vous avez dit. C'est ce que dit le titre. C'est l'interprétation que tu en fais toi. Moi, je veux bien du contraire. C'est le contraire. Je veux bien que tu dises effectivement qu'il y a énormément de réussite chez les Noirs, chez les Arabes. Et oui, d'accord. Le problème, c'est la visibilité. Non, mais le problème du pays. Ils ont peut-être pas envie d'être visibles. Vous êtes des rigolos. Non, je ne parle pas de visibilité. Il y a 16 actrices qui ont monté. Excuse-moi, Joël. L'année dernière, au Festival de Cannes, il y a 16 actrices menées par Aïssa Maïga qui ont monté
les marches de Cannes, qui sont des actrices brillantes et qui ne trouvent pas de rôle à leur mesure. Dans ces actrices, il y a Aïssa Maïga, Sonia Roland. Non, mais qui trouvent des rôles de clichés, des rôles de prostituées, des rôles de femmes de ménage, des rôles d'infirmières, et qui n'ont jamais qui n'ont pas suffisamment de premiers rôles. Moi, je vous mets au défi de citer là comme ça 5 actrices noires françaises spontanément. C'est une réalité. Et parmi ces actrices, il y a quand même Sonia Roland. Donc c'est pas quelqu'un de très connu. Dans les élites représentatives, ce qui est donné à voir, c'est vrai qu'on a du retard. La classe politique a du retard. Emmanuel Macron. Et les personnes d'origine asiatique, par exemple, dans le cinéma français, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment donné des signes, beaucoup de signes, alors qu'on aurait pu attendre de ce jeune président. La connerie de la discrimination positive aussi. Non, c'est reconnaître les talents. Il y a des gens qui sont talentueux qui pourraient être au gouvernement. À partir du moment où tu ne parles que de la couleur ou de l'origine de quelqu'un, ne sois pas étonné qu'il y a du racisme. Voilà, parce que donc vous pensez que le racisme vient. Est-ce que tu crois qu'avant que je parle, il n'y avait pas de racisme? C'est moi qui l'ai créé. Franchement. Moi, je suis un citoyen de la planète. Mais moi aussi. Je suis un citoyen de la planète Terre et le racisme n'est pas mon problème, c'est le problème des autres. Oui, mais il existe. C'est le problème des autres. C'est le problème de ceux qui le subissent. Mais toi, tu peux avancer, Mourad. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. J'ai toujours décidé que moi que j'avançais et que le racisme était le problème des autres. Oui, mais sauf qu'il cause des conséquences réelles. Moi, je pense qu'il faut au contraire aller voir ces jeunes, leur dire je vous ressemble et vous pouvez faire ce que j'ai fait ou faire mieux, puisque tu estimes que ce que j'ai fait c'est risible. Mais tu pouvais faire mieux. Tu dis que ça peut faire rire. Bah oui, c'est ça. Ça peut faire rire. Risible, ça veut dire qu'il peut faire rire. Risible, c'est dans l'absolu. Ça peut faire rire. Oui, voilà. Mourad Rokhaya, des militants se réclamant de l'antiracisme ont empêché lundi une représentation des suppléantes du poète grec Échille. Ça se passait à la Sorbonne. Hein. Et donc ces militants sont arrivés et parce qu'ils assimilent les masques sombres portés par les acteurs à la pratique qui a été dénoncée du blackface, pratique jugée raciste. Ils ont exigé la fin des représentations, des excuses de l'université ainsi qu'un colloque de rééducation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, je pense que ce qui a fait controverse dans cette histoire-là, moi j'ai été alertée par des étudiants de la Sorbonne Paris 4, c'est pas les masques en fait, c'est que on a vu en fait sur l'affiche, il y avait des comédiens blancs qui étaient grimés en noir en fait, qui avaient la peau recouverte de noir. Et c'est intéressant parce que le metteur en scène dit qu'il voulait montrer que les Égyptiens qui sont interprétés par ces comédiens avaient des liens avec l'Afrique. Et je me dis, si on veut montrer qu'il y a des gens qui ont des liens avec l'Afrique, je crois qu'il y a des comédiens noirs. C'est pas la peine de maquiller des personnes blanches en noir, sachant que le blackface est très très chargé historiquement. Ce qu'on appelle le blackface, c'est le fait pour des personnes blanches de se grimer en noir, et souvent ça a été fait dans un registre de moquerie, donc c'est souvent vécu comme une douleur par des personnes noires, parce que ça a été fait aussi bien en France qu'aux États-Unis, c'est très chargé historiquement. Et moi, l'affiche, je l'ai vue, honnêtement, je me suis dit, mais comment dans une université, dans un espace intellectuel et culturel, on peut encore reproduire ce symbole-là? C'est comme, en fait, si on se bridait les yeux de manière absolument caricaturale. C'est vexant, d'autant plus que des acteurs asiatiques, comme des acteurs noirs, ça existe. C'est le principe de la pièce, puisque c'était les masques qu'on portait cuivrés au moment du théâtre antique. Sauf que là, sur l'affiche, c'était de la peinture. En fait, les masques, c'est pas un problème. Est-ce que la démarche, c'est d'aller, parce que c'est quand même, pour le coup, une démarche très liberticide d'empêcher une représentation théâtrale. C'est pas ma démarche. Moi, j'étais pas. Donc vous condamnez quand même. Moi, simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai alerté sur Twitter en disant que voilà, il y a du blackface qui se passe dans l'université française. Sur Twitter et ça aboutit à des étudiants qui interrompent une pièce de théâtre. Ce sont les étudiants qui m'ont alerté, en fait. Donc je pense qu'ils auraient fait ce qu'ils avaient à faire, quoi qu'il arrive. Ils m'ont simplement alerté. Moi, j'ai relayé un article qui rappelait les racines, en fait, du blackface et la manière dont ça pouvait être, à quoi ça pouvait être associé idéologiquement. Deux questions, Zora Habitant, Joël Dagosseri. Vous parlez dans votre livre, vous parlez beaucoup des réseaux sociaux, de tout ce que ça déverse comme haine. D'abord pour vous dire que vous n'êtes pas la seule et que de toute façon, à partir du moment où on s'expose quelque part, c'est le jeu, on va dire c'est le jeu. Moi, je suis très contente d'être sur Twitter. T'es pas content d'être insulté, j'espère. Non, mais on bloque et finalement on se rend compte que quand on a bloqué 1000 personnes, on n'en voit plus les insultes. Ça veut dire que ça représente pas beaucoup de monde. Parce que moi je les vois toujours. Non, mais je termine. Tu n'as pas bloqué 1000 personnes, tu as bloqué 1000 crétins. Voilà. Bon, donc du coup je vois plus d'insultes, donc ça veut dire qu'il y avait pas beaucoup de monde. Quitté quand même Twitter à un moment donné. Mais un mois, c'était l'année dernière. Ce que je veux dire, c'est qu'on est souvent taxé, entre guillemets, d'islamophobe. Moi, je voudrais savoir quelle est pour vous la définition de ce terme? Parce que ça suffit de se faire traiter ou de raciste, ou de je sais pas quoi, ou d'islamophobe, de renier ses origines, d'arabe de service, de traître, etc. Qu'est-ce que vous entendez comme islamophobe? Parce que si Dieu existe. Voilà. Alors moi, la première des choses par rapport aux réseaux sociaux,
Moi, quand vous dites que c'est le jeu, je pense que c'est important de dire que Twitter, c'est pas une zone de non-droit. Moi, j'ai porté plainte plusieurs fois pour des appels au viol, pour des menaces de mort, et je pense que c'est important. Il y a eu des suites, des amendes et des dommages intérêts que j'ai reversés d'ailleurs à des associations. Mais je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas d'impunité et que moi, non mais c'est important. Je veux le dire aux gens qui nous regardent, parce qu'il y a des gens qui sont harcelés, notamment des très jeunes, et qui pensent que c'est normal. Il faut leur dire que la justice existe et qu'elle joue en leur faveur. Il y a une plateforme qui s'appelle Pharos, qui est une plateforme gouvernementale qui est destinée au signalement. Donc, on n'insulte pas les gens dans la rue, on les menace pas, on le fait pas sur Twitter non plus, c'est important de le dire. La deuxième des choses par rapport à moi, ce que j'appelle islamophobe, et qui est une définition qui a été reprise, y compris dans des rapports des Nations Unies, c'est simplement les gens qui manifestent une hostilité raciste à l'égard des personnes qui sont musulmanes, simplement parce qu'elles sont musulmanes. Tout ça pour dire que là, le droit au blasphème, enfin le blasphème n'a pas de statut juridique en France. Donc on peut insulter le Coran, on peut ne pas aimer le Coran, on peut le critiquer, on peut en faire une critique du Coran d'ailleurs, de la Bible, de la Torah, de tous les livres religieux. Ça c'est un droit qui est protégé par la liberté d'expression en France et on a le droit. En revanche, manifester une hostilité et maltraiter des personnes en raison de leur religion, d'ailleurs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bouddhistes, etc., eh bien là on est dans une forme de racisme et effectivement ça c'est interdit par la loi. C'est ce que j'appelle l'islamophobie. La religion c'est pas une race. L'antisémitisme c'est une forme de racisme, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, non, mais l'antisémitisme, c'est une forme de racisme qui vise les juifs. On est d'accord. Oui, et c'est une religion pourtant. Mais oui, ça existe pour d'autres religions. L'antisémitisme, de toute façon, il a une autre histoire, une autre. Mais il existe. L'islamophobie, c'est quelque chose de très récent. Je veux dire, moi, je me fais le mot a été créé en 1913 par deux anthropologues. Donc c'est pas récent. Son irruption dans la société française, comme le mot mécréant ou couffard, sont récents. Ils sont liés à des phénomènes sociaux. Mais le racisme anti-musulman, il a vu arriver. C'est pas il faut comprendre qu'ici, en France, il y a eu des actes terroristes. Avant les actes, il y avait des actes islamophobes. Non. Moi, je suis née ici en 1964. Ça fait quand même des années qu'on est ici. Notre religion. Quand même. Ce que je veux dire, c'est que renvoyer quelqu'un qui a peur d'une religion dont certains s'en revendiquent, et c'est-à-dire l'islamisme, les dérives d'une religion sectaire qui a commis des morts, on peut pas en vouloir aux gens. Il faut aussi à chaque fois aussi essayer de créer des ponts. Mais tout le monde a peur de l'islamisme, moi aussi. Voilà. Donc, mais c'est pas l'islam. Mais c'est pas l'islam. Voilà. C'est pas la même chose. Mais je veux dire, mais moi j'ai peur des terroristes de la religion. Moi j'ai peur de l'extrémisme. Moi j'ai peur de l'extrémisme. J'ai peur de l'extrémisme. On traite d'islamophobes, des gens qui dénoncent l'islamisme politique. En fait, je sais pas qui est ce on et je vois pas le rapport en fait avec moi. Moi je suis pas responsable de ce que vous disent les gens. Moi je ne pense que jamais. Mais vous l'utilisez vous? Mais bien sûr que je l'utilise parce que l'islamophobie c'est reconnu, y compris. Moi je travaille avec les Nations Unies. On parle d'islamophobie parce que on parle à des. Mais je travaille avec plein d'organismes internationaux. On parle d'islamophobie. Musulmans, c'est quoi? Les musulmans, 90% des musulmans pratiquent leur foi en toute quiétude. On a le droit de pas manger de porc. Il n'y a pas de racisme anti-musulman en France. Mais qui vous empêche de pratiquer votre religion dans ce pays? C'est pas ça. Mais si, l'islamophobie, c'est ça. C'est comme si vous me disiez qui vous empêche d'être noir. Personne ne m'en empêche, mais ça ne m'empêche pas. Bah oui, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas forcément des conséquences. Il y a des gens qui sont visés par le racisme. Les conséquences du rejet, elles sont, j'allais dire, elles existent ou pas? Oui, mais elles sont liées à des phénomènes qui ont fait peur aux gens. C'est-à-dire que si demain... Il n'y avait pas d'islamophobie avant 2015. Voilà. Ça existait depuis très longtemps. Ça n'a pas commencé en 2015, l'islamophobie, Zora Bitan. Non, j'ai pas dit ça. C'est ce que vous dites. Non, j'ai dit que traiter en 2012 les gens qui ont... Le terme est apparu. On n'est pas obligé d'exhiber sa religion comme sa couleur de peau, comme un drapeau. Exactement. On peut la vivre comme on veut. Moi, enfin, je sais pas. Mais on la vit déjà comme on veut. Oui, alors attention. Des fois, ça a des conséquences négatives. Des fois, on est exposé avec. Comme on veut, bien sûr, on peut être croyant. C'est une des façons de gérer ça. Attention, pas en même temps. Tout à fait. Joël Dagosseri. Non, mais est-ce que l'islamophobie, en fait, n'a pas accentué un racisme qui est plutôt très classique, qui est du racisme des personnes qui peuvent être issues de l'immigration de type maghrébin? Il faut arrêter de se cacher. Moi, je veux bien que effectivement les attentats aient accentué la peur de la radicalité, on l'a tous. Mais l'islamophobie, quand on dit islamophobie, excuse-moi, dans la vraie vie, c'est plutôt la peur de la personne qui est de type maghrébin. C'est la continuité du racisme. Ah oui, tout simplement. Mais c'est pas le racisme. Attention. Les attentats. C'est la continuité du racisme. Et j'en veux pour preuve que si là on entend d'un seul coup Allahu Akbar crier, on se jette tous à terre. Voilà, y compris des personnes. Allahu Akbar, c'est quoi? C'est chrétien? Moi, si j'entends Alléluia, je me jette à terre aussi. Alors là, c'est incroyable parce qu'on dit si quelqu'un entend Allahu Akbar, tout le monde se jette à terre. Est-ce que Allahu Akbar c'est chrétien? Non, c'est musulman, c'est proprement musulman. C'est plutôt. Donc il y a un problème, il faut le reconnaître. Moi, je l'ai entendu toute ma jeunesse. Il n'y a personne qui est mort. Voilà, attention. exactement. Pour sortir un petit peu de ce contexte, il y a un petit chapitre pas un chapitre, quelques lignes sur le film Black Panther, où vous dites que ça a quand même été, ou c'est
un tournant important, quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans le monde. Pourquoi ? Bon, déjà, c'est un très très beau film sur le plan esthétique. Moi, j'adore. C'est un des plus gros succès de tous les temps du cinéma. On s'y attendait pas. Alors, moi, j'adore les films Marvel. Je suis la saga depuis longtemps. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la représentation. Moi, je me souviens d'avoir vu une vidéo avec un homme noir américain qui était devant l'affiche de Black Panther qui hurlait sa joie, qui disait « Mais je comprends ce que ressentent les personnes blanches quand elles voient des super-héros au cinéma. Enfin, je vois quelqu'un qui me ressemble, qui a un rôle positif, qui sauve la Terre. » Et ce que je trouve dans Black Panther qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul noir. Il y en a plein. Il y en a un gentil, il y en a un méchant, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a toutes les couleurs de peau aussi, des personnes qui sont foncées, des cheveux naturels, des cheveux crépus. Et ça permet, et surtout, que des blancs se sont identifiés à T'Challa, le héros. Et ça, je trouve ça magnifique. Parce que moi, j'ai passé ma vie à m'identifier à des gens qui ne me ressemblaient pas. Je me suis identifiée à Anna Karenine, une princesse russe. Je me suis identifiée à des héros de Balzac, de Zola, etc. Je me suis identifiée à des super-héros japonais quand je regardais, quand j'étais petite, des trucs comme les Power Rangers ou Bioman. Et aujourd'hui, de voir que des gens blancs peuvent s'identifier à des femmes qui me ressemblent, je trouve ça formidable. Et vous savez que moi, gamin, je m'identifiais à Mohamed Ali, oui, ou à Mike sûr, Tyson ou quoi que ce soit. Et c'est simplement parce qu'on regardait le sportif. Tu mentais, toi. Tu te mentais. Je me mentais peut-être si tu veux, mais sûrement. Oui, mais justement, c'était plus émouvant. Moi, j'étais très ému et très touché. C'était beaucoup plus émouvant quand Barack Obama a été élu président des États-Unis que Black Panther. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que c'était un vrai mouvement. C'est deux choses. Après, moi, je suis très sensible au cinéma, à la culture, et je pense vraiment que le cinéma forge notre rapport au monde et notre regard sur le monde. Barack Obama, il est venu. Le président des États-Unis, ça peut aussi avoir une influence sur notre regard. Notre regard. Je pars du regard. Et Barack Obama, il est venu aussi après, je sais plus, je sais que dans 24 George heures, Bush. on dit beaucoup que les séries américaines ont préparé l'opinion. Je pense à 24 heures chrono où le président était noir, ou à West Wing où il y avait un président latino, et où effectivement c'était blanc et Trump, où effectivement les gens ont été habitués à voir d'autres choses. Je pense que la fiction, tout simplement, donne une approche. Je pense par exemple au rôle de Plus belle la vie, sur le regard qu'on porte sur les personnes homosexuelles, LGBT. Eh bien, ça joue un rôle très important. Était forte et ça va très vite dans un pays où 30 ou 40 ans plus tôt, Rosa Parks ne pouvait pas s'asseoir dans un bus. Le pays Barack Obama est né à une époque où ses parents n'auraient pas eu le droit de se marier dans tous les États des États-Unis. Et ça, c'est une véritable symbolique qui prouvait que les choses avancent. J'espère que la France pourra faire des choses identiques. Ah, t'as 20 secondes. Non. Comment on fait pour continuer à aimer son pays ? Parce qu'il faut le dire dans le livre, quand même, vous déclarez quand même votre amour à la France, parce que plusieurs fois, vous avez eu l'occasion de vivre aux États-Unis et vous avez quand même choisi la France. Et comment on fait pour continuer à aimer son pays quand on est reconnu pour son travail beaucoup plus à l'étranger qu'en France ? Mais vous savez, je pense que le fait d'exiger tous les jours de son pays qu'il rencontre ses principes, c'est une manière de dire qu'on a envie que son pays soit conforme à ce qu'on voudrait de lui. Pour moi, évidemment l'affection que je porte à mon environnement quotidien, elle est liée à cette exigence-là. Être exigeant envers son pays, c'est montrer qu'on y tient. Moi, je veux dire, si je n'avais rien à faire de la France, je serais partie, j'aurais fait ma vie ailleurs, j'aurais eu un succès, je serais devenue millionnaire, j'aurais eu cette réussite économique dans un autre pays. Ça vous manque, mais non, pas du tout. Pas du tout, non, je suis très bien. Non, mais c'est parce que ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Oui. Mais du coup, non, j'ai choisi de rester ici, de me battre ici, parce que j'ai envie d'améliorer le sort des miens ici. Merci Rokhaya Diallo, ne reste pas à ta place, un livre aux éditions Marabout. Merci d'être passé par le grand oral des GG. Allez, on enchaîne avec le GG, vous, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Frédéric est avec nous, il veut reparler vitesse, voiture avec Mourad Boudjelal. On écoute l'extrait de Mourad, c'est parti. Moi, je suis très partagé sur ce sujet. Je pense qu'il n'y a pas de route dangereuse. Il y a des voitures qui le sont et des conducteurs qui le sont. Et c'est d'abord contre les voitures et les conducteurs qu'il faut lutter. Alors, la limitation est une façon de lutter. Mais donc 80 ou 90, voilà. C'est accessoire pour toi alors. C'est accessoire. Je veux dire, aujourd'hui, la dangerosité, c'est le conducteur et les voitures. Donc, il faut un contrôle technique sur les voitures. Excusez-moi, mais un mec bourré à 60 à l'heure est beaucoup plus dangereux qu'un mec qui n'a pas bu à 90 à l'heure. Ça, c'est certain. Voilà, c'est certain. Frédéric, bonjour. Bonjour, les grandes gueules. Allez-y, Mourad vous écoute. Je pensais l'avoir pensé, ça, je l'ai dit. Mais... Bonjour, Mourad. Alors d'abord, moi, je vous aime beaucoup. Tu dis ce que tu penses. Allez-y. En général, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je vous aime beaucoup, parce que je suis Hiérois, donc je suis un fervent supporter du RCT qui vit en région toulousaine. C'est pas toujours facile. Je dis ça pour qu'il... Je vous rejoins totalement sur ce que vous dites concernant la dangerosité des conducteurs. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je trouve que c'est n'importe quoi par quoi vous avez commencé, c'est l'état des routes. L'état des routes, c'est prédominant dans la sécurité routière. D'ailleurs, quand vous passez le permis,
la première chose qu'on vous dit, c'est qu'on doit adapter sa vitesse à l'état de la route. Ouais. Et il se trouve que dans notre pays, je suis motard, je fais beaucoup de motos, je roule beaucoup en Europe, je fais des road trips très fréquemment, c'est-à-dire tous les ans en Europe. Et il se trouve qu'on est un des pays avec le réseau routier le plus pourri qui puisse exister. Cet été, j'ai traversé 11 pays, et sur les 11 pays, c'est en France que c'est le plus dangereux de rouler. Route secondaire. Donc, oui, les routes secondaires, oui, en moto, on fait très peu d'autoroutes. Oui, en revanche, un pays qui devrait un peu nous interroger, c'est l'Autriche, que j'ai traversé en long et en large, où les vitesses sur les départementales sont à 100 km/h, sur les nationales en général autour de 120, et où il y a moins d'accidents que chez nous. Donc je pense que le rapport de cause à effet, il doit quand même nous interroger à un certain moment. Sur l'état du réseau routier, facteur d'accidentologie, Mourad Boudjelal. On n'est pas loin d'être d'accord. Vous avez dit qu'il y a des routes dans un état lamentable et que les conducteurs doivent adapter leur vitesse. C'est bien ça. Ben, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a pas de route dangereuse. Il y a des conducteurs ou des voitures qui le sont. Et qui c'est qui décide d'adapter sa vitesse sur une route dangereuse? C'est un conducteur. Donc c'est en fonction de l'attitude du conducteur que la route deviendra plus ou moins dangereuse. C'est vrai que si vous avez une route pourrie avec et que le type décide de rouler à 140 dessus, oui, il y a une dangerosité extrême. Maintenant, si vous roulez chez nous, je ne sais pas comment vous faites pour rouler vite, parce qu'il y a un dodane tous les 3 mètres. Donc, Merci Frédéric. Suite du GG, vous dans un instant. On verra qui va y avoir droit. Joël, Mourad de nouveau, ou Zora. Restez avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.